prépa physique, je suis prépa physique, ma mère elle est prépa physique, hein. Tout le monde est prépa physique. C'est-à-dire que l'échec sur les réseaux sociaux, il n'existe pas. J'ai des souvenirs avec les nageurs, j'ai bossé une Olympiade, sur l'Olympiade des Jeux de Londres, avec la natation. Et là, j'ai rencontré un public extrêmement, extrêmement travailleur, quoi. Moi, j'ai la particularité, en 20 ans de carrière, de jamais avoir entraîné un seul athlète en sport co. Les meilleurs étudiants, on va dire, de master de l'époque, il y avait déjà pas de master, il y avait une maîtrise, mais on va dire les meilleurs étudiants de maintenant et les meilleurs étudiants il y a 20 ans, c'est le jour et la nuit, quoi. C'est le jour et la nuit. Si on a encore cette discussion dans 20 ans, tu te rendras compte qu'il y a... Dans ce podcast, j'ai eu la chance d'interviewer Olivier Bollier, une des personnes qui m'a le plus inspiré quand j'ai commencé la préparation physique. Il m'a inspiré par ses contenus Instagram et ses vidéos YouTube. Si tu souhaites le retrouver, t'as juste à cliquer sur le lien dans la bio et tu auras directement son Instagram. Mais avant ça, place au podcast. Eh bien écoute, bonjour Olivier. Ça fait toujours bizarre de se dire un peu bonjour alors que ça fait quelques minutes qu'on parle. Pour ceux qui connaissent pas Olivier, Olivier c'est beaucoup d'athlètes olympiques, 31 athlètes d'après ta description à Instagram si j'ai bien lu, 20 ans d'expérience, ce qui est beaucoup pour un métier comme nous, je pense de préparation physique. Ça veut dire que tu l'as beaucoup vu évoluer cette préparation physique. Comment pour toi le monde de cette préparation physique a évolué depuis tes débuts et comment ça a pu influencer ta manière de voir l'entraînement? Oui, effectivement, la prépa physique, entre il y a 20 ans et maintenant, c'est quand même le jour et la nuit. Si tu veux, le niveau d'un préparateur physique il y a 20 ans et le niveau d'un préparateur physique maintenant, c'est le jour et la nuit. Principalement, pour le coup, à cause de l'absence des réseaux sociaux et d'Internet il y a 20 ans. Ce qui fait qu'il y a 20 ans, pour apprendre quelque chose, tu n'avais pas 36 moyens. Tu avais les livres, il y en avait très très peu il y a 20 ans, il faut se rappeler. Très peu de livres en français sur la prépa physique. Donc tu tournais avec 3-4 bouquins. Et après, il fallait lire l'anglais et lire les bouquins anglophones, ce qui était loin d'être il y a 20 ans si démocratisé que ça. Et puis comme il n'y avait pas les réseaux, si tu veux, tu savais pas trop ce que faisaient les autres. Donc en fait, Ouais. on avait un niveau à une année-lumière de maintenant. Euh, Globalement, je pense que quand même les meilleurs étudiants, on va dire, de master de l'époque, il y avait déjà pas de master, il y avait une maîtrise, mais on va dire les meilleurs étudiants de maintenant et les meilleurs étudiants il y a 20 ans, c'est le jour et la nuit, quoi. C'est le jour et la nuit. Après, sur les étudiants, on va dire, ou les jeunes de niveau moyen, je suis pas sûr que le niveau moyen ait tant changé que ça, mais en tout cas, sur les meilleurs, c'est une année-lumière, les sommes de connaissances qu'ils ont. Alors entre les personnes les moins compétentes et les plus compétentes, t'as un gros gap. Je pense. Aujourd'hui, comment tu fais pour assimiler de nouvelles connaissances et continuer à les développer? À l'époque, tu parles je pense, de bouquins anglophones et français. Aujourd'hui, comment est-ce que tu fais est-ce que tu continues à avoir de nouvelles informations qui rentrent et à toujours te former? Et si oui, de quelle manière Bah, tu le fais? maintenant, c'est sûr que j'investis moins de mon temps sur la formation, pour la bonne et simple raison que quand même, la formation en prépa physique pure et dure, c'est pas qu'on n'a rien inventé depuis, mais enfin, quand même, si on a encore cette discussion dans 20 ans, tu te rendras compte qu'il y a des choses que tu auras vues et re-revues, qui auront pris des noms Ouais. différents, mais ça sera toujours la même chose, tu vois. Il faut quand même se dire que les êtres humains, ils soulèvent des poids, pour prendre la muscu, ils soulèvent des poids depuis l'Antiquité, tu vois. Ça fait 3000 ans qu'on soulève des Ouais. poids. Donc, on est toujours très très content de croire qu'on a inventé quelque chose, mais la plupart du temps, ça peut pas être nouveau, quoi. Donc, tu vas te rendre compte, si c'est pas déjà le cas, qu'il y a des trucs qui reviennent, qui changent de nom, qui sont révolutionnaires parce que Ouais. les gens sont jeunes. Donc, tout ça pour te dire que oui, j'apprends moins de choses parce que j'ai l'impression de revoir toujours les mêmes choses. Après, ce qui est cool maintenant, c'est les formations beaucoup plus pointues sur un sujet, tu vois. Par exemple, je viens d'acheter la Ok. formation de les chroniques de la douleur. Euh, Tu Ok. vois, je pense que tout le monde voit qui c'est. Tu vois, c'est une formation spécifique sur la douleur appliquée au monde du sport. Je l'ai pas encore suivie, mais connaissant la personne, j'imagine qu'elle va être très bonne.
Voilà, donc tu vois, maintenant, il y a des trucs hyper pointus, comme ça, qui m'intéressent. Mais c'est vrai que la prépa physique générale, ça me passionne moins, parce que je l'ai quand même beaucoup rabâché et traité, quoi. Ok, donc tu vas plus choisir des fichiers ou des spécialisations vraiment spécifiques pour pouvoir développer tes compétences dans un domaine où peut-être bah tu pêcherais un Ça, peu et comme moi aussi, on a tous des domaines où c'est un peu ouais. plus flou et donc vraiment dans des choses spécialistes. Ok, on va changer un peu de thème. La préparation physique, on sait que c'est un travail avec beaucoup d'acteurs. Il y a les kinés, il y a les médecins, il y a énormément de public. C'est hyper important pour moi en tout cas de travailler avec eux, mais c'est quelque chose qui est hyper chronophage de communiquer en permanence. Comment est-ce que toi tu gères Il y a ça? deux cas de figure. Le premier, tu travailles, par exemple, payé par un club ou payé par une fédé. Tu travailles donc intégré dans un staff, c'est-à-dire que il y a un kiné aussi, il y a un médecin et il y a un ou plusieurs entraîneurs. Donc là, dans ce cas de figure-là, la discussion elle est obligatoire parce que en fait, on est tous sous la même bannière. Par contre, Ok, l'autre partie de mes activités, qui est à dire préparer des athlètes indépendants, là, c'est très différent parce que la plupart du temps, j'ai très peu de rapport avec les autres membres du staff. Si un athlète X me recrute pour une réathlétisation ou pour ou même un développement traditionnel de prépa physique, la plupart du temps, c'est que il m'a choisi spécifiquement et j'ai peu de contact avec les autres membres du staff, ce qui est très différent du scénario que je viens de décrire, puisque dans le scénario que je viens de décrire, le numéro 2, en fait, je me réfère à celui qui m'a engagé, c'est-à-dire l'athlète, et donc c'est à lui que je rends des comptes, et c'est lui qui centralise les informations des différents acteurs. C'est lui qui centralise le ok, médecin, le kiné, et moi, et c'est à lui que je réfère, ce qui est hyper différent, tu vois. Alors ça peut paraître ouais, étrange parce qu'on se dit mais alors tu discutes pas avec le kiné? Ben, pas tant que ça, voire pas du tout, pour la bonne et simple raison tout. que dans ces cas de figure c'est un peu compliqué parce que tout le monde arrive un petit peu de son côté. Donc si l'athlète lui centralise pas tout, c'est le bordel. Ouais, c'est très compliqué. Et moi, en fait, je me rends compte qu'aujourd'hui, certains athlètes sont même des managers de projet et des chefs d'entreprise. Et ça, je trouve ça assez fou. Et même des fois, personnellement, contre-productif, puisque c'est quelque chose qui leur prend des fois énormément de temps sur la performance. Mais c'est quelque chose qui les forme aussi, je pense, en tant que personne. T'as sorti une formation récemment sur le profilage. Est-ce que tu fais une différence entre les sports individuels et les sports collectifs personnellement dans ton profilage? Bah, alors moi j'ai la particularité en 20 ans de carrière de jamais avoir entraîné un seul athlète en sport co. Alors Ok, j'en fais des différences, mais elles sont théoriques parce que moi, j'ai jamais été recruté par une seule équipe ni un seul sportif venu des sports co, ce qui est toujours étrange quand même, hein. Ça montre à quel point c'est des ouais, univers sclérosés et fermés. Donc, je pense qu'il y a des différences pour ce que j'en ai vu et discuté avec mes collègues, mais je peux pas t'en parler à titre personnel parce que moi, j'ai bossé que pour les sports individuels. ok. Et du coup, t'as vu en sport individuel, t'as vu différents sports. Est-ce que ces différents sports t'ont appris des choses? Est-ce que t'as des choses que tu retiens particulièrement de certains sports? Alors, ce que j'ai vu vraiment différent entre les sports, parfois, c'est l'éthique de travail, quoi. C'est-à-dire leur capacité à charbonner qui diffère. Tu vois, j'ai des souvenirs avec les nageurs. J'ai bossé une Olympiade, sur l'Olympiade des Jeux de Londres, avec la natation. Et là, j'ai rencontré un public extrêmement travailleur, quoi. Et c'est ça qui diffère plus, tu vois, entre les publics. C'est certains sont un peu plus culturellement focalisés sur le travail parce que, bah, tu vois, en natation, ils sont déjà habitués à s'entraîner dans l'eau 2 fois par jour. Donc c'est déjà Ouais, un public de tueurs, quoi. Donc voilà, ce qui m'a étonné, tu vois, c'est les comportements vis-à-vis de la charge d'entraînement et de l'éthique de travail, quoi. Mais qui est souvent culturel, hein. C'est culturel. ok. Et du coup, quand tu arrives dans une nouvelle discipline, c'est quoi la première chose que tu fais? Quand tu arrives dans un nouveau sport, dans une...
Alors, ça dépend. dans une Si c'est dans le nouvelle cas de figure dynamique? où je suis dans un staff, comme quand j'étais avec les équipes nationales de la Fédé de ski, ou quand je suis tout seul, c'est pas la même chose. Quand je suis tout seul, je Ok. vais me référer strictement aux problématiques de l'athlète en direct. Ok. Quand je suis intégré dans un staff, là, en fait, je croise les informations entre ce que me dit l'entraîneur technique, le head coach, appelle ça comme tu veux, Ok. ce que me dit le kiné, c'est-à-dire, je demande au Ok. kiné de me dire qu'est-ce que tu en penses euh, des blessures dans ce sport et de la prépa physique, dis-moi tout ce que tu veux. Donc, et moi, je note. Et je fais pareil avec le médecin du sport. Ok. Donc là, je croise en fait les trois intervenants, plus l'athlète, bien sûr, au final. Donc ça fait 4. Je vais voir ce que me dit l'athlète, ce que me dit l'entraîneur, ce que me dit le kiné et ce que me dit le médecin. Et tout ça, déjà, ça me donne Ok. 30 000 options de travail. Et après, j'ai juste à croiser, enfin juste entre guillemets, hein, ça se fait pas tout seul, j'ai juste à croiser tout ce qu'ils m'ont dit Ouais, ouais. et ce que je vois moi. Et je pars comme Ouais. ça en première intention. Ok. Donc d'essayer d'avoir une perspective Ouais, vraiment globale, de t'informer auprès de ouais, tout le monde et de globaliser l'information et de t'en faire ta ouais. propre Et idée. par contre, je joue pas du tout la carte. Il faut que je pratique le sport en question, parce que déjà, si j'avais dû pratiquer tous les sports que j'ai fait, je serais mort, quoi, dans lesquels j'ai bossé. Ouais. Et puis en plus, dans les sports à risque, si tu veux, quand j'ai bossé pour les équipes nationales de la Fédé de ski, si je m'amusais à faire ce qu'ils font, je serais mort pour de vrai, là, pour le coup, tu vois. Donc, je joue pas du Ouais. tout la carte. Il faut que je ressente les choses parce que déjà, je peux pas tout faire. Et en plus, il y a des sports où même si je pratiquais un petit peu, de toute façon, je serais à une année-lumière de la pratique de haut niveau. Donc en fait, ce que je ressentirais, ça serait Ouais. du ressenti de niveau 1, puis eux, ils sont à niveau 10, quoi. Donc tu vois, je suis même pas sûr que ça m'aide tant que ça, tu vois. Et ce qui m'aide plus, c'est d'avoir les informations de tout le monde. Après, si ça avait été mon sport, ça aurait été différent, mais j'ai jamais bossé dans mon sport. Moi, c'était l'athlétisme, c'était les lancers en athlétisme. J'ai jamais bossé Ok. dans les lancers. Donc j'ai jamais pu profiter de ce que j'ai ressenti moi. Mais rétrospectivement, c'est plutôt une bonne chose parce que tu vois, tu as plein de croyances quand c'est ton sport. Même si tu as beaucoup étudié à côté la prépa physique, ben, tu es vachement influencé par ce que tu as ressenti, parce que tu as vécu. Et des fois, je trouve que tu es un peu scotché dans tes croyances. Et quand tu connais pas du tout le sport, de toute façon, tu arrives avec tes gros sabots, tu es complètement vierge de la culture. Et donc, tu regardes les choses naïvement. Et ça peut être hyper précieux pour tout le monde parce que tu apportes une vision neuve. Par contre, il faut que les gens en face, ils acceptent ça, quoi. C'est-à-dire que si les gens en face, ils veulent un spécialiste de la discipline qui connaît à fond le truc, eh ben, t'es mort. Enfin, t'es mort. Tu seras même pas embauché, quoi. Ouais, c'est sûr. Euh, Tu viens de l'athlétisme, tu viens de parler des lancers. Pour toi, quelle est la place de l'athlétisme dans la préparation physique? Est-ce que tu penses que c'est indispensable d'aller voir ce qui se passe là-bas ou on peut s'en Ben, sortir sans? historiquement, les prépas physiques, la première génération des prépas physiques, moi, on va dire que je suis la deuxième, parce que c'est quand même en France, c'est quand même vieux, quoi. Tu vois, les premiers prépas physiques, ils sont apparus, on va dire peut-être il y a 30 ans, peut-être avant, mais il y en avait très peu, tu vois, c'était anecdotique. Nous, on est Ouais, la première génération, il y a 20 ans, à commencer à être pro. Puis après, il y a eu d'autres ouais, générations. Et ben ça, tout venait de l'athlé, parce qu'en athlé, qu'on le veuille ou non, tes capacités physiques sont une partie hyper importante de ta performance, quoi. Donc, si tu veux, en athlé, ouais, c'est sûr. tout le monde fait de la muscu sérieusement, surtout dans les lancers. Tout le monde fait de la plio sérieusement. Donc, en fait, quand tu venais de l'athlé, je te parle il y a 30 ans, hein, tu avais une année-lumière d'avance sur tout le monde parce que ton sport était intimement lié à la muscu, à la plio, à l'endurance, à tout, quoi. Donc, historiquement, l'athlé, c'était central. Après, ça a vachement changé et ça s'est un petit peu calmé. Et puis après, on a vu un peu l'émergence des prépas physiques sport de combat, tu vois. On a vu beaucoup de prépas physiques de grande valeur Ok. euh, qui venaient des sports de combat, parce que là encore, on retrouve des éthiques de travail de dingue, quoi. Des gens qui s'entraînent beaucoup. Donc, fatalement, quand tu t'entraînes beaucoup, tu testes beaucoup de choses. Donc, on en est venu, je trouve, après dans les sports de combat. Puis maintenant, on en est un peu plus aux prépas physiques scientifiques, je sais pas trop comment les appeler. Tu vois, les spécialistes du traitement des données, les spécialistes un peu, Ouais, ce qu'ils appellent ouais, sport un peu scientist. ça, qui dans certaines structures, c'est d'ailleurs scindé en deux. Tu as le prépa physique de Ouais, terrain et le sport carrément. scientist, mais ça, c'est quand même pas beaucoup de cas, c'est quand même pas souvent.
Donc, tu as un peu maintenant les prépas physiques qui ont toujours PubMed ouvert, quoi. Pour ceux qui savent pas, PubMed, c'est le moteur de Ouais, c'est recherche ça. scientifique. Donc, ça frôle un peu la caricature parfois, tu vois. C'est-à-dire, c'est des gens qui se sont jamais, pour le coup, vraiment entraînés, ce qui est toujours un problème, je trouve, de ne pas pratiquer soi-même la Ouais, prépa physique, et qui ont des niveaux de connaissances théoriques hyper poussés sur certains trucs, mais qui sont complètement à l'ouest sur coacher un épaulé ou faire une séance de 30-30, tu vois. Des trucs qui semblent... Mais par contre, ils ouais, c'est sûr. parlent des heures de GPS ou je ne sais quoi. Bon, c'est en tout cas, en caricaturant, c'est un peu les 3 étapes, je trouve, qu'il y a eu en prépa physique pour ce que j'en ai vu en France. Ok. Du coup là, si j'ai bien compris les choses, pas forcément pratiquer le sport des sportifs que tu entraînes, que tu coaches en préparation physique, mais plus du coup pratiquer la préparation physique en général et comprendre ce qu'est la musculation, ce qu'est un épaulé, ce qu'est un développé couché et vraiment le b.a-ba en fait, la base des bases. Aujourd'hui, t'es coach connecté. Moi, j'aime bien appeler ça comme ça parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens qui ont peur d'y s'y mettre, qui ont peur de communiquer là-dessus. Personnellement, je trouve ça dommage. Toi, quand tu as commencé les réseaux sociaux, est-ce que ça a été quelque chose qui a été un frein? Est-ce que tu as eu peur au début de te lancer sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'était quelque chose qui te paraissait compliqué, peut-être absurde? Et aujourd'hui, est-ce que tu penses que c'est obligatoire pour un préparateur physique, un coach qui veut se lancer Nous, la aujourd'hui? première génération des prépas physiques où il y avait accès aux réseaux sociaux, c'est-à-dire Facebook à l'époque, euh, le peu de prépas physiques qui communiquaient à l'époque, parce que tu dis qu'il n'y en avait pas beaucoup maintenant, mais alors à l'époque, crois-moi qu'on était, je sais pas, on était peut-être 5, quoi, il y a 10-15 ans, quoi. On s'est fait défoncer, mais défoncer, insulter, tout ce que tu C'est veux, ça. par nos collègues, hein, qui étaient souvent un peu plus vieux que nous, ou un peu plus vieux dans leur tête, ou qui comprenaient pas les tenants et les aboutissants, et qui globalement mélangeaient la communication avec la culture de l'ego, qui est, il faut quand même pas se cacher, relativement liée quand même à un moment donné. Si tu as peur de te montrer, ben, tu te montres pas. Donc tous les gens qui communiquent beaucoup, on a beau dire, on a beau faire tout ce qu'on veut, ils ont quand même, c'est des gens qui ont quand même une relative, qui accordent une importance relative à leur, au fait d'être en lumière, tu vois. Parce que si tu as peur de la lumière, tu caches, quoi. Et tu fais ton job caché. Donc il faut quand même pas se dire qu'on fait ça que pour la bonne cause, mais on le fait aussi pour la bonne cause. Donc on s'est fait déchirer. Et ce qui est rigolo, c'est que maintenant, bah, plus personne se fait déchirer, quoi, tu vois. Il y a plus de jeunes prépas physiques qui montrent pas ce qu'ils font avec leurs athlètes. Les athlètes, ils sont tous sur les réseaux, de toute façon. Donc, tu vois, mais nous, on s'est fait déchirer complètement. Bon, ben, n'empêche que ça s'est bien passé, ça s'est bien passé quand même, hein, mais c'était compliqué, ouais, très. Ok. Et aujourd'hui, du coup, est-ce que tu penses que c'est indispensable ou pas du Ouais, tout? je vais être catégorique. Alors, indispensable. Tu vas toujours avoir, si tu veux, sur 1000 prépas physiques, tu vas toujours en avoir quelques-uns qui vont réussir sans. Et tu vas pouvoir dire, ben, on peut réussir sans. Ouais. Mais on va se dire que c'est pas parce que tu en as 3 sur 100 qui réussissent sans que qu'on peut le prendre en modèle. Donc pour moi, je vais être catégorique. Hormis ces exceptions-là, c'est indispensable d'exister sur les réseaux sociaux en 2023 quand on débute. Point à la ligne. Ok. Euh, sur les réseaux sociaux, nous à la base, c'est pas notre métier. Non, On n'est pas des personnes qui publient sur les réseaux non. sociaux. Euh, est-ce que nous on doit, enfin maintenant que je suis sur les réseaux sociaux depuis un petit bout de temps, je comprends qu'il faut des stratégies digitales. Et j'aime bien dire même à ces coachs-là que, en fait, aujourd'hui, je vois des fois les réseaux sociaux comme une planification des fois d'entraînement où on a tel jour, telle heure, on doit parler de tel sujet, tel truc, tel truc. Et ça ressemble vraiment en fait à une planif. Et au début, personnellement, c'était difficile. C'est-à-dire que c'était quelque chose qui a été compliqué de publier sur les réseaux sociaux parce que bah, tu as peur du jugement des autres, de tes collègues, des gens avec qui tu partages. Mais plus tu publies, plus ça devient une habitude. Et je pense que beaucoup de gens découvriraient peut-être même une passion au fur et à mesure de partager ces connaissances. J'ai encore changé de Attends, moi, sujet, on j'ai une question à te continue. poser. Vu que toi, tu as Ouais, commencé il n'y vas-y, a pas 10 ans vas-y. sur les réseaux. Justement, quand tu as commencé Non, euh,
ce qui est légitime d'avoir peur. Je veux dire, c'est normal. Et il s'est passé quoi finalement? C'est sûr. Il s'est passé quoi de pire? Franchement, il s'est rien passé. Alors après, il y a des gens qui vont dire bah voilà, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qui se passe. Mais à part ça, globalement, il s'est rien passé et que du positif. Je pense que la balance positive a été beaucoup plus importante que la balance négative. Globalement, outre le développement de ma société et de mon entreprise personnelle, il y a eu des rencontres formidables. C'est-à-dire que ça m'a permis de rencontrer des gens que j'aurais peut-être jamais rencontrés si j'étais pas rentré sur les réseaux sociaux. Et je pense que, en tout cas, dans notre métier où on doit avoir entre guillemets une expertise qui se développe de plus en plus, bah, de revoir mes connaissances et surtout de les transmettre, ça, je pense, augmenter mon niveau de terrain. Euh, En comprenant de plus en plus ce que je faisais et parce que je devais tout simplement le transmettre et de le faire de manière la plus claire possible sur les réseaux sociaux. Mais personne s'est Voilà, foutu de je ta pense gueule que et ce que j'ai fait. ça s'est bien passé finalement. Non, au final, au fur et à mesure, tout se passe bien et puis ça devient une habitude et même je pense que à force, les gens nous voient comme ça. C'est-à-dire que c'est la personne qui publie sur les réseaux sociaux. Je pense qu'au fur et à mesure du temps, les gens vont nous identifier comme une personne qui publie sur les réseaux sociaux. Alors au début, moi j'aime bien dire que l'échec sur les réseaux sociaux, il n'existe pas. Parce que en fait, si on publie et que personne nous voit, c'est-à-dire que notre contenu ne fonctionne pas, personne va nous voir. Et à part notre entourage ou nos trois copains, personne va nous voir. Et c'est que quand ça marche, généralement au tout début, que les gens nous voient. Donc l'échec, il est presque impossible. Et on dit, alors c'est un peu comme dans la préparation physique. S'il y a un entraînement par semaine, c'est compliqué de progresser. Je pense que sur les réseaux sociaux, c'est pareil. Alors toujours au début, je pense qu'on se met devant la caméra, c'est difficile de mettre play sur un bouton et de parler tout seul. C'est parce qu'on a toujours, enfin, je pense qu'on est des hommes de terrain au début à la base, donc on discute, on a l'habitude qu'on a quelqu'un en face de nous, mais dès que c'est un peu moins réel, c'est plus compliqué. Mais au fur et à mesure du temps, on parle à la caméra comme on parle à quelqu'un. Et même personnellement, au début, j'avais l'impression que je parlais à personne parce que c'était réel. En fait, quand je publiais mes vidéos, peut-être que personne les regardait ou à part mes trois collègues prépa physique qui bossent avec moi et qui regardaient ça. Mais au fur et à mesure du temps, les gens s'intéressent et on crée des relations qui peuvent être pour moi très 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 intéressantes et et avoir des échanges avec de multiples préparateurs physiques. Donc aucun de tes athlètes ni Voilà, aucun de tes collègues s'est foutu de ta gueule, au moins frontalement, je veux dire. Si, il y en a qui se moquent, hein, mais personnellement, moi j'ai eu la rigueur de continuer parce que je savais que ce que je faisais c'était cool et j'y prenais du plaisir au fur et à mesure, donc j'ai pas forcément pris note D'accord. et j'ai continué, quoi. Voilà, dans la dynamique c'était ça. J'avais plus cette dynamique de moi en fait, comme je me fixais des objectifs, je me suis fixé un objectif. Voilà, je voulais développer mes réseaux sociaux comme ça, comme ça, comme ça, et j'ai continué avec rigueur, sans forcément réfléchir, en suivant le plan d'action, en l'adaptant au fur et à mesure. Mais peu importe ce que les gens pouvaient dire là-dessus, ça a toujours été une dynamique de continuer vers là où j'avais amené. Et au début, j'étais pas du tout dans cette dynamique de la préparation physique. Je faisais d'autres choses sur les réseaux sociaux. Moi, je publiais des recettes et ça avait déjà pas mal marché. J'adore cuisiner et c'est quelque chose que j'essaye de transmettre aussi à mes athlètes parce que c'est important de savoir cuisiner et important de cuisiner correctement. Donc c'est cool. Des fois même, je fais des choses et tout avec eux en dehors du métier de la préparation physique. Et ça avait déjà beaucoup marché sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que j'étais passé en 2 mois ou en 3 mois de 0 à 20 000 sur TikTok là-dessus. Et du coup, après, cette peur, elle a disparu au fur et à mesure. Et une fois que ça fonctionne, les gens je pense, te jugent plus de la même manière. C'est-à-dire que tant que ça a pas trop fonctionné au tout début, ce qui est une période qui peut être probablement longue, c'est théorique, hein, 1 an, je sais pas combien de temps tu peux publier sans que forcément ça fonctionne. Mais au bout d'un moment, si tu publies, je pense tous les jours, ça fonctionne. Et le jour où ça fonctionne, je pense qu'il y a ce switch des gens qui passent de c'était peut-être le mec qui faisait le clown devant sa caméra à le mec qui en fait partage ses connaissances et qui est regardé par plus de personnes. Et ça doit pas être si bête que ça ce qu'il raconte du coup. Voilà. Et je pense aussi que réseaux sociaux c'est complètement indispensable. C'est quelque chose qui aujourd'hui est compliqué de s'en sortir sans, quoi. J'avais une autre question au niveau des nouvelles technologies. Il y a beaucoup de choses qui arrivent en ce moment. On voit plein de choses. Alors ça existe depuis longtemps, mais
mais la réalité virtuelle commence à arriver progressivement. Moi, je suis dans un projet là-dedans. Est-ce qu'il y a d'autres technologies, nouvelles technologies que tu utilises? Est-ce que tu as des fois un peu d'appréhension par rapport à ça? Comment tu fais pour l'implémenter avec tes sportifs? Est-ce que tu les utilises déjà? Alors, si c'est la réalité augmentée dont tu me parles, non, je l'ai jamais utilisé. En termes de nouvelles Ok. technologies, bah, il y a les technologies liées à l'entraînement. Tu vois, le Velocity Based Training, c'est quelque chose que j'utilise, mais je pense pas que c'était à ça que Ouais. tu pensais. Je pense à tous les outils technologiques qui sortent un peu en dehors de la salle de musculation, même si le Velocity Based Training Ah, en existe dehors de la depuis salle, relativement non, en longtemps. dehors de la salle, à part les réseaux sociaux, à part, on va dire, les logiciels pour communiquer ou les logiciels qui traitent, par exemple, la variabilité de fréquence cardiaque, tout ça, ça fait partie des nouvelles technologies, mais tout ça, c'est des logiciels, quoi. Ça n'a rien de très foufou. À part Ouais. ça, non, je me suis pas penché sur ça. A fortiori, maintenant, depuis un an que je suis 100% en ligne, ce qui est nouveau pour moi, il y a plein de choses que je peux plus faire parce que physiquement, je vois plus mes athlètes. Donc C'est non, compliqué, hein. Hmm. en plus, il y a ça qui est un frein, quoi, finalement. Est-ce que tu as encore des athlètes en Oui, distanciel? ouais, j'en ai encore en distanciel. Ouais. Ouais. En fait, j'ai un maximum de 10 athlètes, enfin 10 coachings par an. Et dans coaching, j'entends la prépa physique normale et le mentorat. Ça, c'est quelque chose qui s'est développé il y a quelques mois. C'est-à-dire que j'ai de plus en plus de jeunes ou de moins jeunes, d'ailleurs, prépa physique ou kiné. Il y a beaucoup de kinés euh, qui travaillent avec moi. C'est du coaching, mais pas pour être meilleur physiquement, mais pour être meilleur ou pour répondre aux questions liées à leur métier. Donc j'ai 10 places, en fait, prépa physique et mentorat par an. Voilà ce que j'octroie. Ok. Comment tu fais la différence quelle est la différence de quelle manière tu abordes un athlète qui est en présentiel et un athlète en distanciel? Est-ce que tu as déjà eu par exemple des freins sur des athlètes en distanciel en se disant moi par exemple j'ai déjà eu des personnes qui me disent oh le coaching en distanciel c'est complètement impossible et en fait quand tu commences à l'appréhender je pense que c'est possible. Quelle est la différence de quelle manière tu abordes l'athlète en fonction de si c'est un coaching distanciel ou Bah, présentiel? déjà, je fais plus que du distanciel, donc tu vois, ça me difficile de comparer puisque je fais Ouais, plus les deux. Mais en fait, il y a eu le Covid et puis tout le monde s'est rendu compte qu'on pouvait ouais, coacher à ok. distance. Et en fait, maintenant, enfin, plus personne me dit c'est impossible de coacher à distance. Il y a des gens qui me disent, moi, ça me convient pas d'être coaché à distance. Et ça, c'est évident qu'il y a des gens ça convient pas. J'irais même jusqu'à dire, je pense qu'il y Ouais, a une majorité d'athlètes pour qui ça convient pas le distanciel. Mais voilà, tu vois, c'est pas qu'ils remettent en question que c'est possible. Ils disent juste que bah, eux, ils ont besoin d'avoir physiquement quelqu'un avec eux pour la motivation, pour l'esprit de groupe, pour ce que tu veux. Mais en fait, plus personne te dit que c'est impossible de coacher. Alors peut-être pour des jeunes, tu vois, pour faire de l'apprentissage chez des jeunes de tous les mouvements de muscu, là, ouais, j'avoue que ça peut être compliqué. Je vois pas bien comment on peut faire pour apprendre tout à distance. c'est ça, Mais ce que j'ai peut-être pas dit, c'est que ouais, moi je parle qu'à des sportifs qui sont déjà dans un processus de compète relativement avancé. c'est Donc ça, si tu veux, j'ai pas besoin de tout leur apprendre. Des fois, on peaufine certaines techniques. c'est ça, Mais tu vois, pour peaufiner ta technique de d'épaulé, tu me prends en vidéo ta dernière série d'épaulés, tu me l'envoies c'est ça. et je te fais un retour et la prochaine fois tu me la refilmes et puis on y arrive, hein, tu vois. Maintenant, c'est quand même pas dur, hein. C'est pas Ouais, comme ok, avant où tu galérais avec des téléphones de merde, t'avais pas de résolution, t'avais c'est rien. ça. Maintenant, dans les salles de muscu, tout le monde a son téléphone, donc tu vois, c'est facile, hein. C'est facile. Ouais. Et moi je trouve ça encore plus intéressant parce que le fait qu'ils se filment, souvent ça veut dire qu'ils vont se regarder, ce qu'ils auraient peut-être pas fait instinctivement de base, et ils vont pouvoir avoir leur propre feedback visuel et de le voir tout de suite. Et des fois, même en distanciel, on arrive, enfin en tout cas personnellement, des fois à avoir des meilleurs résultats que des fois en présentiel où toi tu t'essaies de trouver plein de solutions pour lui donner, mais en fait la solution c'était la vidéo, de lui montrer, et Et ça puis, peut les gens des fois qui débloquer des s'entraînent, situations. qui font leur prépa à distance, quand même, c'est déjà un public qui a filtré certaines choses. C'est-à-dire que tu as en face de toi des gens qui ont envie d'être autonomes, quoi, tu vois. Parce que s'ils ont un coach qui est Ouais, pas c'est avec eux ça. 100%, c'est une volonté aussi, tu vois. C'est-à-dire que c'est des gens qui veulent Ouais, être aussi au centre de leur prépa. Donc,
ils sont pas trop spectateurs. Tandis que quand tu coaches, par exemple, une équipe physiquement, tu as quand même des touristes dedans. Hein. Tu as des mecs qui sont un peu là parce que ils sont C'est forts dans ça. leur sport, mais en prépa physique, ça les gonfle. Donc ils font à moitié. Tu as un peu des spectateurs, pour pas dire des touristes. Hein. Tandis que là, en Ça, c'est sûr. distanciel, t'as pas de touristes. Les touristes, ils prennent pas cette option-là. Non, non. Et puis généralement, ils payent pas pour quelque chose qu'ils vont pas faire. Ouais. Généralement, les gens, quand ils mettent de Bah l'investissement, ouais, ils sont là ça. pour s'investir à 100%, quoi. J'ai deux, trois dernières questions. Comment tu vois l'avenir de la préparation physique dans le sport de haut niveau pour les prochaines années à venir? Alors, étant donné le nombre C'est une question d'étudiants qui est... qu'on forme tous les ans dans les STAPS et dans les diplômes de type BP, parce qu'il faut quand même se rappeler que, sauf si ça a changé récemment, il n'y a pas de carte pro de prépa physique. Tu me diras si je me trompe. Mais Non, préparateur physique, t'es prépa physique, je suis prépa physique, ma mère elle est prépa physique, hein, tout le monde est prépa physique. Tu vois? Donc on c'est a ça. un énorme, enfin j'allais dire on a un problème, mais je sais même plus si c'est un problème. Il y a une réalité qui n'a pas changé depuis 20 piges, c'est que le métier de prépa physique n'est pas reconnu en tant que tel. Ce qui fait que tout le monde peut être prépa physique, que tu aies un BP muscu ou un doctorat en sciences du sport. Voilà. Donc, C'est ça. comment je vois les choses? Bah mal, parce que il y a un peuple en formation, un peuple en STAPS et un peuple en BP monstrueux. Quoi. Il y a de plus en plus tous C'est les ça. ans, depuis des années et des années. Or, je pense qu'il y a quand même pas autant de place qu'il y a de gens entrants. Et on en est de plus en plus loin. Ça, Donc, c'est sûr. je suis relativement inquiet pour la nouvelle génération. Parce que, ben après, c'est arithmétique, quoi. S'il y a 10 places et qu'il y a 1000 C'est personnes, ça. tu vas avoir un paquet de déçus, quoi. Donc, ça, c'est pas à mon avis, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le niveau, il fait que monter, quoi. Comme c'est devenu hyper compétitif, qu'il n'y a pas beaucoup de place, C'est ça. ceux qui réussissent, c'est ceux qui ont quand même des compétences larges et puissantes, quand même, dans un secteur. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Mais globalement, il faut quand même dire à tous les jeunes qui veulent se lancer dans ce métier, c'est un métier extraordinaire, mais va falloir s'accrocher, quoi, parce que je trouve que c'est devenu extrêmement compétitif, quoi. Extrêmement compétitif. C'est extrêmement concurrentiel et j'aime bien dire moi aussi qu'il n'y a pas de la place à la médiocrité et que si je pense on veut notre place, il faut être compétent et aussi savoir communiquer avec les gens et développer un réseau au Je fur et à pense. mesure. Euh, il faut développer des compétences. Est-ce que tu penses de quelle manière il faudrait pour toi aborder cet apprentissage et cette digestion de compétences? Est-ce qu'il faudrait avoir plus une manière généralisée ou plus se spécialiser dans un domaine? Est-ce que tu penses qu'il faut plus avoir déjà une base large et après une base plus spécifique? Moi, Comment je t'aborderais suis les choses? toujours quand même pour avoir des fondations solides de partout, pour pouvoir après choisir un pôle, choisir une filière ou choisir tu vois, un objectif. Par exemple, tu peux choisir de faire que de la réathlétisation ou te spécialiser dedans. Et tu vois, il y a encore quelques années, j'aurais dit, il faut être généraliste. Tu vois, il faut savoir, il faut pas avoir de points faibles, avoir des connaissances, tu vois, à peu près partout identiques. Et parce qu'avant, il y avait un prépa physique qui gérait tout. Tu vois, moi, quand j'étais en place, Ouais, pas sur les 10 dernières années, mais avant, ben, quand mes athlètes étaient blessés, je faisais la réathlée. Quand ils n'étaient pas blessés, je m'occupais. Tu vois, je faisais tout. Maintenant, quand même, à haut ouais, niveau, et même au niveau intermédiaire, ça se spécialise quand même pas mal, quoi, tu vois. Donc, ouais. Les allez, staffs se le staff se densifient. Ouais. densifie, pas trop à petit niveau, mais plus ça monte, plus c'est différencié. Et il y a des prépas physiques qui font que de la réathlée maintenant. Donc, j'aurais tendance à dire Ouais. qu'il faut un socle solide, mais après, peut-être qu'il faut quand même choisir une spécialité, essayer d'exceller. Je suis pas encore très très sûr de ça, tu vois. J'ai pas de certitude. J'ai l'impression qu'il faut se spécialiser plus qu'avant. Je serais pas encore tout à fait sûr parce que c'est pas parce qu'il y a 1% ou 10% du top athlète, des top athlètes qui sont spécialisés avec un staff Ouais. spécifique pour chaque truc, qu'en fait ça représente
toute la pyramide des sportifs. Donc, tu vois, je suis pas bien sûr encore de ça, mais j'invite quand même la nouvelle génération à se poser ces questions-là, quoi. Tu vois, et à bien observer ce qui se passe. Voilà ce que je peux en dire. Après, je pense que le socle de généralisation est pour moi indispensable parce que même si on est super spécialisé, par exemple là dans les stades, dans les staffs qu'on pourrait avoir au stade, on est obligé d'interconnecter avec les autres et on est obligé de comprendre ce qu'ils font. Donc avoir une grosse base générale pour éviter bah, de faire le travail deux fois et des fois même d'aller vers la blessure du sportif. Je pense que c'est indispensable d'avoir une grosse Il base me semble. généraliste. Ouais. Pour finir, je pose généralement la même question à tous mes invités. Est-ce que tu aurais trois mots, trois conseils, ou trois mots généralement pour les préparateurs physiques qui vont suivre ou ceux qui vont écouter le podcast? 3 conseils, Ouais, trois conseils ou des trois mots. mots. Ouais, Ouais, le premier, ça rejoint un peu notre discussion, c'est persévérance, quoi. Parce qu'il va y en avoir besoin quand même, il va falloir insister longtemps avant de déclarer forfait et finalement aller faire vendeur à Decathlon, quoi, qui arrive quand même beaucoup pour un paquet de gens. Enfin, vendeur à Decathlon. Je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Qui va finir, il y a plein de gens oui. qui ont un master 2 de prépa physique et qui vont aller partout sauf où ils auraient voulu aller, quoi, tu vois. Donc c'est la vie, hein, mais donc persévérance, ça va être le maître mot. Mais pour contrebalancer ce mot-là, je dirais aussi réalisme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, persévérer, c'est bien, mais s'acharner, tu vois, envers et contre tout, pendant trop longtemps, à un moment donné aussi, il y a le principe de réalité, quoi, tu vois, qui doit être rattrapé. Donc à quel moment la Ouais. persévérance doit s'arrêter parce que c'est plus de la persévérance, c'est de l'obstination aveugle. Voilà, donc ça, c'est après le principe de réalité. Donc deuxième mot, ça serait réalisme. Et quand même, le troisième mot, excellence. C'est-à-dire il va falloir quand même persévérer, oui, mais persévérer si on est mauvais, tu vois, tu persévères en étant mauvais. C'est Ok. comme si tu conduis, tu vois, des fois, tu es sur l'autoroute et puis tu vois des vieux de 70 piges qui ont leur permis depuis 50 ans, qui sont sur la voie du milieu à 90 à l'heure. Et ceux-là, ils ont persévéré, tu vois, ils conduisent depuis 50 ans, mais ils ont persévéré et pas comme il faut, quoi. Donc, si tu veux, la persévérance, c'est bien, mais il faut persévérer en essayant d'être meilleur, quoi. Souvent les vieux comme nous, on dit, ouais, mais moi j'ai beaucoup d'expérience. Oui, mais si ça fait 20 ans que tu répètes des trucs de merde, t'as de l'expérience de trucs de merde, quoi. Donc, tu vois, le Ouais. dernier mot que je dirais, c'est excellence quand même. Et l'excellence, comment ça se concrétise au quotidien, c'est quand même justement ta capacité à progresser, quoi, à pas rester quand même trop figé et à accepter d'être une éponge dans le bon sens du terme, quoi. Absorber les données de l'extérieur et les appliquer sur le terrain, tu vois. Voilà peut-être les 3 mots que je retiendrai. Toc. Donc si j'ai bien compris, beaucoup de travail, du travail qui est Ouais, surtout intelligent, le plus sensé possible, etc. Et surtout, si le travail est intelligent, le continuer le plus longtemps ouais, possible ouais, malgré les jusqu'au moment difficultés. où quand même il faut regarder la réalité en face, quoi, tu vois. Il faut. Et t'es en face. Et Ouais, est-ce qu'on est vraiment là ouais, où on est, ou est-ce que ça ouais. fonctionne ou est-ce que Tu ça vois, je vais fonctionne prendre un pas? exemple. C'est quand même un peu la mode, j'ai l'impression, de l'entrepreneuriat, de monter sa boîte. Alors la plupart du temps, les jeunes ils disent j'ai monté ma boîte, mais en fait ils sont auto-entrepreneurs, ils ont fait 2 clics sur Internet et puis tu vois, t'as monté C'est ça. t'as monté ta boîte, mais en fait, comment dire, t'as pas créé une société, quoi. T'as juste fait 2 clics sur Internet et puis donc si tu veux, Glitch. c'est pas fait pour tout le monde ça. Ce que je veux dire, c'est pas pour me moquer des auto-entrepreneurs, c'est pas le problème. Mais c'est juste que si t'es pas fait pour être à ton compte, parce que c'est ça que ça veut dire, monter sa boîte, ça veut dire être à son C'est compte, ça. travailler pour soi, c'est loin d'être fait pour tout le monde, ce que je veux te dire. Et le principe de réalité, il est là. Si à un moment donné, Ouais. t'es tellement angoissé par ton quotidien, parce que tu te rends compte que c'est compliqué de gagner ta vie et que il y a une insécurité permanente, ça, il faut le gérer au quotidien. Les gens s'imaginent peut-être pas ce que c'est Ça, c'est sûr. que d'être à son compte au quotidien.
Et ben, le principe de la réalité, c'est attention, c'est pas parce que moi je veux être salarié que je suis une grosse merde, quoi. C'est ça que je veux te dire. Et Ouais, principe de c'est la ça. réalité, si t'es fait pour être un poisson, ben tu vas être bien dans l'eau, mais si tu veux grimper dans les arbres alors que t'es un poisson, ça va pas le faire, quoi, tu vois. Donc voilà, c'est ça le principe de la réalité. Ouais, d'accord. Ouais, c'est quelque chose que l'entrepreneuriat est quelque chose de difficile et que des fois se lever le matin avec l'insécurité, c'est pas toujours facile qu'il faut aussi assumer. Les gens, c'est vrai, t'as raison. Les gens s'imaginent même pas forcément la difficulté que c'est de ne pas savoir si tu vas avoir de Non. nouveaux clients juste après, juste avant et tout ça. Ils voient souvent le côté beau des choses. Le côté bah c'est cool, tu peux bosser à partir Ouais, de où tu veux, quand tu veux et avec qui tu veux, même si les gens, souvent s'imaginent que t'as pas de patron, mais en fait tes patrons c'était 10 athlètes et du coup ouais, t'as c'est pas un ça. patron, t'as 10 patrons et et des fois ça peut être difficile tous les Ouais, mais jours ça l'est, hein. Ça psychologiquement l'est. Même pour les aussi. gens Je pense qui sont faits pour ça ça, l'est. euh, tu Ouais, traverses dans ta carrière, sur une échelle de plusieurs années, tu traverses des moments extrêmement compliqués, quoi. Je connais personne qui a fait toute une carrière à son compte en te disant, bah, il n'y a jamais eu d'ombre au tableau, j'ai toujours dormi sur mes deux oreilles. C'est pas, j'en connais pas, quoi. J'en connais pas. Moi, à titre personnel, en 20 ans de carrière, j'ai failli faire banqueroute, j'ai failli faire faillite 2 fois, quoi. Tu vois. Donc, et pourtant, la première fois, je débutais, mais la seconde, j'étais déjà extrêmement en place, hein. Donc, si tu veux, tu, même pour ceux pour qui c'est fait d'être indépendant, d'être entrepreneur, c'est chaud. Mais alors, il y a aussi des moments exceptionnels que tu peux pas vivre dans le salariat, quoi. Tu vois, à contrario. Déjà, tu peux gagner beaucoup plus d'argent, ça, il faut pas se leurrer. Et puis, les gens qui te cassent vraiment les couilles, t'es pas obligé de traiter avec eux, quoi. Tandis que quand tu es dans un club, c'est ça. attaché à un club, si ton manager c'est un gros con, et ben que tu le veuilles ou non, tu vas te le taper tous les jours, quoi. T'as pas le choix. Tandis que, tu vois, sur 10 athlètes, pour C'est reprendre ton ça. exemple, finalement, sur 10 athlètes, t'en as un avec qui ça va vraiment pas, ben, rien ne t'empêche de dire poliment ciao, quoi, tu vois. Donc l'entrepreneuriat, c'est compliqué, c'est difficile, c'est anxiogène, mais tu as des énormes avantages en parallèle. Il faut juste savoir si pour toi, la C'est balance ça. avantage-inconvénient, elle tire de quel côté, c'est tout. Te convient. Bah écoute, merci beaucoup. Excellence, persévérance Oui. et réalisme. Et puis bah merci beaucoup Olivier et puis Salut à Lucas, merci. bientôt. Si t'as kiffé le podcast, n'hésite pas à le partager à un de tes petits potes. Je suis sûr que ça lui permettra d'en apprendre plus sur la préparation physique. N'hésite pas non plus à nous mettre 5 étoiles sur Spotify. Ça m'aiderait énormément. Sur ce, je te laisse. Ciao.